Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour le podcast d'Éco pour tous consacré au thème de la transition énergétique. Notre invitée, Kathleen Schubert, économiste à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et à Paris School of Economics. Ses travaux de recherche portent sur l'économie de l'environnement et la transition énergétique. Kathleen, bonjour. Bonjour. Parmi les outils envisagés pour favoriser la transition énergétique, on parle beaucoup de la taxe carbone. Pourriez-vous la définir ? Donc la taxe carbone, ça consiste à faire payer quelque chose qu'on n'aime pas. Ce qu'on n'aime pas, ce sont les émissions de carbone. Pourquoi est-ce qu'on n'aime pas les émissions de carbone ? Parce que c'est une des choses qui crée le réchauffement climatique. Et le réchauffement climatique, évidemment, c'est très problématique. Donc en l'absence de politique économique, c'est gratuit en fait d'émettre du CO2. Et donc les entreprises en émettent trop. Et les ménages également dans leur comportement de consommation. Et évidemment, quand on veut limiter l'augmentation de quelque chose qu'on n'aime pas, comme le dioxyde de carbone, il faut le faire payer. Sinon, il y a ces émissions qui sont excessives. Et donc, quand on fait payer les émissions de carbone, en mettant par exemple une taxe carbone, ça permet d'avoir des prix relatifs dans l'économie qui correspondent aux vraies, disons, utilités sociales des différents types de biens. Quand il y a quelque chose qui n'a pas de prix, en fait, à la fois les ménages et les entreprises sont incités à les mettre en trop grande quantité. Et c'est exactement ce qui se passe avec les émissions de carbone. Donc la taxe carbone, ça consiste à faire donner un prix à ces choses-là, ces émissions de carbone. Concrètement, comment ça se passe ? Concrètement, par exemple, pour les ménages, on met une taxe qui va porter sur, par exemple, les achats d'essence, ou bien sur les achats de gaz pour le chauffage, ou bien sur les achats de charbon, par exemple, dans certains pays, et qui va renchérir le coût. Et donc, le coût de ces énergies fossiles devenant plus élevé, les gens vont être incités à en émettre moins, à en consommer moins, à la fois les ménages ou les entreprises. Voilà le mécanisme très simple. Pourquoi suscite-t-elle tant d'opposition ? Pour les économistes, la taxe carbone, c'est un excellent instrument pour lutter contre le changement climatique. On dit on internalise les externalités. Mais il y a à peu près uniquement les économistes qui trouvent que c'est un bon instrument. En général, la taxe carbone n'est pas perçue comme un bon instrument. Il y a une très forte opposition. Et il y a une raison très réelle à cela, c'est que la taxe carbone est régressive. Donc ça a été prouvé maintes fois. Dans beaucoup de pays, on a cet effet que la taxe carbone pèse plus fortement sur les gens qui ont les revenus les moins élevés. Et donc elle est injuste en ce sens, à cause de cette régressivité. Ça c'est un fait, je veux dire, c'est vraiment prouvé. Donc quelque part, les gens, la population, les ménages ont raison de ne pas aimer la taxe carbone. La réalité, c'est qu'on pourrait très bien faire en sorte de mettre en place une taxe carbone accompagnée de moyens qui permettraient d'éviter ce caractère régressif. Et quand on ne le fait pas, la taxe carbone est régressive et donc suscite des oppositions importantes. Comment remédier à ces oppositions ? Alors justement, pour remédier à ces oppositions, il y a plusieurs moyens. Soit rendre la taxe carbone pas régressive, et pour cela, en fait, ce qui est le mieux, c'est de redistribuer les recettes de la taxe carbone. Donc la taxe carbone, ça rapporte beaucoup d'argent. Donc c'est de redistribuer ces recettes, soit à toute la population, par exemple sous forme de chèque, on donne un chèque à tout le monde, soit en ciblant plus particulièrement les populations qui sont les plus vulnérables, soit les ménages les plus pauvres, soit les entreprises les plus fragiles. Dans ce cas-là, on limite ou on réduit ou on supprime même carrément l'effet régressif, et donc ça devrait aider à l'acceptation de la taxe carbone. Il y a d'autres choses qu'il faut faire également pour la rendre acceptable. Vous voyez très bien que si vous incitez les gens à réduire leurs émissions de carbone, donc à utiliser par exemple moins leur voiture, mais qu'ils n'ont pas d'alternative, ça ne sert à rien en fait. S'ils n'ont pas de transport en commun disponible par exemple, ça ne sert à rien d'essayer de les inciter d'utiliser moins la voiture pour réduire les émissions. Donc il faut fournir également aux gens des alternatives qui peuvent être donc soit, je vous disais par exemple des transports en commun, des pistes cyclables, des choses comme ça quand il s'agit du transport, soit par exemple des voitures électriques pas trop chères évidemment pour que les gens puissent les acheter, soit en ce qui concerne le logement par exemple pour les ménages, des systèmes de chauffage qui ne soient pas des chauffages au gaz, par exemple, qu'ils puissent installer, qui ne soient pas trop chers, donc des pompes à chaleur, etc. Donc ça nécessite beaucoup d'investissements pour fournir ces alternatives, donc en transport en commun, etc. etc. Et donc tant qu'il n'y a pas ça, évidemment, quand il n'y a pas d'alternative, c'est très difficile de vouloir inciter les gens à baisser leur consommation des énergies fossiles. Et pourquoi ne pourrait-on pas compter sur la sobriété des ménages et des entreprises pour réduire nos émissions ? Alors ça, c'est quelque chose dont on a parlé beaucoup en France récemment, au moment de l'invasion de l'Ukraine, où le prix du gaz est devenu extrêmement élevé. Ça a rejailli sur le prix de l'électricité.
Et donc les ménages ont été confrontés à cette augmentation de leur facture, bien pire en fait que ça avait été par une taxe carbone. Ça aurait eu le même effet, sauf qu'avec une taxe carbone, l'argent serait revenu à l'État français. Là, il est allé dans les poches de l'État russe. Donc, à ce moment-là, on s'est mis à beaucoup parler de sobriété. Ça veut dire inciter les ménages ou les entreprises à réduire leur consommation d'énergie fossile volontairement. Donc on leur dit, maintenant, vous allez baisser votre chauffage à 18 à 19 degrés, ou bien vous allez rouler moins vite sur l'autoroute, ou bien pour les entreprises, vous allez essayer de faire des économies d'énergie, vous allez consommer à telles heures et pas à telle autre. Voilà, donc c'est un appel en fait à la baisse volontaire. Ce qu'on a vu en France, c'est que pour les entreprises, ça a marché un peu. Pour les ménages, c'est beaucoup plus compliqué. C'est très difficile de dire aux gens de faire des efforts volontaires. Donc il y en a certains qui peuvent le faire, mais pourquoi est-ce qu'ils le feraient? Donc il faut vraiment se poser cette question. Soit vous avez envie de lutter contre le changement climatique, vous vous dites prêt à faire l'effort, soit vous êtes moins prêt parce que, par exemple, vous n'êtes pas très riche, donc vous vous dites, ok, moi je vais baisser mon chauffage, mais il y a des gens qui prennent les jets privés, il y a un petit problème, quoi. Donc c'est difficile, à mon avis, d'inciter à la sobriété dans un monde où on valorise autant la consommation, où on fait de la publicité pour les 4x4, etc. Donc c'est un peu compliqué. Il faudrait, en fait, ça ne peut pas pour moi se concevoir, l'appel à la sobriété, sans quelque part une espèce de réduction des inégalités, au moins dans les consommations d'énergie. Consommation ostentatoire d'énergie d'une part et appel à la sobriété de l'autre, pour les ménages, ça ne va pas très bien ensemble. Les États-Unis viennent de mettre en place l'Inflation Reduction Act pour favoriser la transition énergétique. Pourriez-vous nous en dire 2 mots ? Donc on a parlé au début de la taxe carbone, elle n'est pas bien acceptée. Donc ce que font les gouvernements en général, ce qu'ils ont fait beaucoup en Europe, c'est de donner des subventions pour faciliter, pour provoquer la transition énergétique, en particulier des subventions aux énergies renouvelables, donc le solaire, l'éolien, et puis des subventions aussi aux activités vertes diverses. Donc l'Europe a fait ça, l'Allemagne beaucoup par exemple pour l'éolien, l'Europe a fait ça également. Et les États-Unis, pendant très longtemps, pas de politique climatique. Donc sous l'administration Trump, par exemple, c'était très clairement, bon, pas du tout. Avec la nouvelle administration Biden, les États-Unis rentrent de nouveau dans le jeu de la lutte contre le réchauffement climatique d'une façon bien particulière, qui est cette Inflation Reduction Act, qui est un monceau de subventions, donc 400 milliards de subventions aux énergies renouvelables et aux activités vertes. Donc 400 milliards sur 10 ans. Et beaucoup d'incitations au développement des activités vertes. Donc l'Europe a pris ça un peu mal. Pourquoi ? Parce que toutes ces subventions sont assorties de clauses nationales. C'est-à-dire de clauses que les voitures, les batteries par exemple, doivent être fabriquées largement aux États-Unis, les voitures électriques également. Donc ces subventions sont assorties de clauses qui sont perçues comme du protectionnisme en fait, par l'Europe, la Chine, qui sont du protectionnisme. Donc l'Europe avait donné elle-même beaucoup de subventions, mais pas assorties de clauses protectionnistes. Voilà le problème. Donc l'Inflation Reduction Act, du côté du climat, c'est une très bonne nouvelle, parce que les États-Unis rentrent enfin dans le jeu. Ils ont une très grosse puissance de frappe, donc s'ils se mettent à investir énormément dans les renouvelables, dans les batteries, dans les véhicules électriques, ça va avoir des effets massifs. Mais évidemment, le revers de la médaille, c'est ce côté protectionniste, qui va être très mauvais, parce qu'on a déjà des entreprises françaises ou européennes, par exemple, d'automobiles, qui disent moi je vais aller produire mes voitures électriques aux États-Unis, comme ça je bénéficierai des subventions et je ne souffrirai pas de la perte de compétitivité. Voilà, donc c'est un peu un problème très très sensible en ce moment. Merci à vous d'avoir répondu à nos questions. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site de PSE www.parischoolofeconomics.eu. À bientôt!